Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, à la une de ce 13h, point de presse du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orula, a apporté des précisions sur quelques questions d'actualité, notamment le retrait par l'OFPRA du Bénin de la liste des pays sûrs. Vous l'entendrez dans cette édition. Récupération des malades mentaux. 20 personnes ont pu être retirées de la rue et conduites à l'hôpital. L'opération est initiée par le ministère des Affaires sociales. On fait le point dans ce 13h. Et puis c'est une exposition avec un artiste de la Nouvelle Garde, Pakebo Depis, le nom de ce projet auquel se consacre ce jour-ci Eric Aounou, un projet qui entend révéler les coiffures africaines, à suivre dans cette édition. Bienvenue, si vous nous rejoignez, je vous l'annonçais en titre, après le Conseil des ministres du mercredi 7 octobre, le ministre porte-parole du gouvernement a animé un point de presse. Alain Orula a apporté des précisions sur quelques questions d'actualité, notamment le retrait par l'OFPRA du Bénin de la liste des pays sûrs, le démarrage bientôt de la phase 2 de la route des pêches. Plus de précisions avec Jérôme Mondron. À ce point de presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est d'abord prononcé sur le retrait du Bénin par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, OFPRA, de la liste des pays sûrs. Tout va plutôt bien, puisque les droits de l'homme, c'est une quête permanente au Bénin, que l'OFPRA se résout à considérer que notre pays n'était plus sûr ou pas, ou est-ce le résultat d'une autoflagellation de nos compatriotes qui ne cessent de clamer partout que les libertés sont en recul au Bénin. Nous laisserons le temps au temps, comme ils l'ont fait, en nous mettant un sursis de 12 mois. C'est comme ça que je dis l'événement, et le Bénin fera la preuve que c'est un état de droit, c'est un état de liberté, c'est un pays sûr, considéré comme tel, par exemple par le HCR, qui sait que notre pays est ouvert à ceux qui sont en difficulté dans son voisinage immédiat et même un peu plus lointain. Le gouvernement a par ailleurs prévu le démarrage sous peu du bitumage phase 2 du projet de la route des pêches. Il y a eu un réaménagement de ce projet pour l'optimiser et augmenter sa synergie avec la corniche est de Cotonou et la route de l'Esclave à partir de Ouida. Les travaux seront lancés, c'est une question de jours, probablement dès les premiers jours du mois de novembre, si ce n'est pas plus tôt, et vous aurez, les populations auront l'occasion de constater qu'il n'y a pas d'annonce sans mise en œuvre des projets du gouvernement. Le mode de gouvernance des hôpitaux publics fait désormais partie des projets phares de l'exécutif. Il faut que nous ayons à la tête de nos hôpitaux une administration performante, une administration qui permette d'avoir des prestations de qualité. Autrement dit, ces réformes s'inscrivent également dans la volonté de notre pays de hisser les services publics et le service hospitalier en particulier en l'occurrence, à des prestations de qualité. Nous avons expérimenté un mode de gouvernance qui n'a pas convaincu ou qui ne s'est pas considérablement éloigné des dysfonctionnements que nous connaissions naguère. C'est pour cela que le gouvernement a décidé d'aller plus loin dans la réforme
en offrant un nouveau mode de gouvernance qui, de manière certaine, impactera le secteur et permettra de répondre à l'objectif fixé, à savoir prendre en charge intégralement les patients béninois et leur offrir les meilleurs soins dans les meilleures conditions. Alain Oronla a par ailleurs fait part de la bonne foi du gouvernement, quitte à garantir d'une part aux enseignants un statut honorable et d'autre part aux apprenants une éducation de qualité. Autre actualité dans ce 13h, vous le savez, sans doute, vous l'avez donc suivi, dans nos précédentes éditions, le ministre de l'Agriculture était en tournée dans 2 départements du centre Bénin pour lancer un projet de développement de l'agriculture en milieu rural. Nous vous proposons un récapitulatif des principales composantes faites par le coordonnateur du projet au micro de James William Guadidi et Bernard Diobri. C'est un projet d'infrastructure et de réalisation des ouvrages hydro-agricoles pour soutenir la filière riz et la filière maraîchage. Le gouvernement, comme vous le savez, a opté maintenant pour la stratégie agricole, dans le secteur agricole, de faire les choses par filière. Et donc, pour accompagner la filière riz et la filière maraîchage, il faut installer donc des infrastructures et des ouvrages qui pourront permettre donc de maîtriser l'eau et permettre donc de produire même en saison sèche et de ceci de façon continue. Alors, donc pour ce projet, il est envisagé l'aménagement de 1000 hectares de terre de bas-fond avec maîtrise partielle de l'eau, 300 hectares de périmètre irrigué avec maîtrise totale de l'eau, la construction de 4 retenues d'eau, toujours dans le sens de la maîtrise de l'eau, avec des capacités qui varient de 180 mètres cubes jusqu'à 500 mètres cubes. Il y a une de ces retenues d'eau là qui sera installée à Dassa, une autre à Banté, une troisième à Ouessé et une quatrième dans Tchaourou. En dehors de ça, le projet a prévu mettre en place 50 hectares de périmètre maraîcher qui seront alimentés par des forages positifs. Ces forages seront équipés de systèmes photovoltaïques pour favoriser l'exode de l'eau. Il y a des infrastructures connexes. La construction d'environ 30 magasins de stockage de 500 tonnes chacun. La réalisation de 55 aires de séchage. Pour avoir accès aux périmètres qui seront aménagés, aux retenues d'eau qui seront réalisées, il a été prévu la réalisation aussi de 40 km de pistes d'accès. Pour réaliser tout ceci, le gouvernement a mis en place environ 11 milliards 400 millions de francs CFA pour ce projet, pour une durée de 4 ans. Parlons à présent du consommant local. Le 7 octobre est la journée mondiale du coton, un hasard de calendrier qui coïncide avec le mois du consommant local, occasion saisie par la ministre de l'Industrie et du Commerce pour organiser un forum sur la promotion du label béninois du coton, un forum qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, mais également des opérateurs économiques de la filière, égreneurs, transformateurs de la graine, de la fibre, artisans, entrepreneurs du textile. Le point de la séance avec Rebecca Kenjaondé et Anastasia Tegou. Un décor garni de produits du label Bénin, notamment ceux issus du coton. 3 ministres du gouvernement qui se prêtent à un exercice interactif avec un public acquis à la cause du fleuron agro-industriel du Bénin. 2 panels de ministres et d'experts du coton pour défendre les qualités du coton béninois et ses dérivés et décliner le volontarisme pour valoriser la principale source de croissance verte, le coton béninois. Le coton représente 40% de nos devises et 12% du PIB. C'est environ 50% du tissu industriel national. Il occupe directement et indirectement donc des millions de personnes, paysans, femmes, jeunes, et contribue vraiment à la réduction de la pauvreté. Le coton à lui seul structure toute une chaîne de valeur où vous avez plusieurs professionnels qui interviennent.
Donc c'est un secteur fortement pourvoyeur d'emploi également, depuis les champs de coton à la transformation. Il est question également de faire la relation entre le coton et le tourisme. Nous consommons d'abord une culture à travers effectivement le coton et en particulier pour le cas d'espèce pour le paille tissé. Premier producteur en Afrique, le Bénin pourrait gagner encore mieux en transformant son or blanc. Il y a de l'argent à gagner dans la seule tige. 60 milliards de francs CFA, comme retombées trébuchantes annuelles, sont perdus en Afrique de l'Ouest, faute de transformation de la tige du coton, statistique édifiante du Comité consultatif international du coton. Or, le Bénin a un atout unique. Sans subvention, en 4 années, sa production a doublé et supplante tous ses concurrents ouest-africains. Mais problème, même si la production et la transformation sont boostées, la consommation locale reste faible. Je pense que ce qu'on pourrait appeler une faible consommation de notre écu national est certainement dû à une méconnaissance de ce produit-là. Et peut-être même la rareté des points de commercialisation. Au cœur des enjeux aussi, la question du financement et celle de la commercialisation. La question donc des subventions internes reste également un sujet préoccupant. Et je voudrais encore saisir cette occasion pour inviter tous les membres de l'OMC qui accordent des subventions et qui créent donc des distorsions sur le marché international du coton à œuvrer de façon constructive pour faire progresser les négociations d'ici à la prochaine conférence ministérielle de l'OMC, probablement en juin. L'écru béninois reste le meilleur dans la sous-région et même au-delà. Ce mois octobre, dédié à la consommation locale, va sans doute valoriser davantage la production, la transformation et la commercialisation du coton béninois. Un mot de culture, c'est une exposition préparée à 4 mains avec un artiste de la nouvelle garde, Paquebo d'Épices, le nom de ce projet auquel se consacre ces jours-ci Eric Arounou, maître béninois du nu en photographie, un projet qui entend révéler les coiffures africaines sous des jours nouveaux. Nikano Kovi et Rodi Glandomain sont allés rendre visite au photographe dans son studio. Reportage. C'est un maître du nu qui s'attaque à la tête des femmes. L'œil vissé à l'objectif de son appareil photo, Eric Aounou interroge le passé et les coiffures traditionnelles. Avec un air de nostalgie dans le regard et de la pédagogie plein l'esprit, le photographe revisite la beauté africaine. En réfléchissant, en essayant de façon nostalgique, on peut dire, de revenir en arrière, on a pensé que montrer aux gens que la beauté naturelle a toujours son mot d'ordre et qu'on pouvait faire un certain nombre de choses sans forcément trop dépenser. Ici, l'artiste détache la tête du corps pour mieux l'effeuiller. Et pour ce faire, rien de tel qu'un titre de projet qui accentue la poésie des coiffures qui enchantent. Tresses africaines, coco taillé, tête de garçon deviennent ainsi paquebot d'épices. Un nom sur mesure pour traduire le mélange des genres et la saveur d'essence mise en exergue. Pour les modèles qui se présentent à l'objectif du photographe, leur envie de poser traduit leur adhésion au projet. Les traits, ça raconte, ça part de l'Afrique, la beauté naturelle. Je me sens bien et pour moi, c'est de mettre l'Afrique en valeur. Et je suis très contente de faire partie de ce projet. Paquebot d'épices, c'est également une sorte de nouvelle code tissée au bout de l'ancienne. Un hommage au photographe nigérien Okai Ojekere, portraitiste prolifique de coiffures africaines, décédé en 2014. C'est pour ça que moi, dans mes légendes, j'écris souvent « hommage à ». Et si Eric Aounou veut remettre au goût du jour un patrimoine immatériel qui se perd, c'est sans doute pour mieux le préserver.
L'autre apport qu'on va peut-être à un moment donné chercher à connaître, c'est de voir une dame expérimentée, de lui montrer les photos pour qu'elle nous donne des noms. Aujourd'hui, on connaît Dokor, on connaît Tamlon Bedi, Atin, Akwete, mais il y a beaucoup de trucs qu'on photographie, on ne connaît pas forcément les noms. Ces flashs qui crépitent et ces coiffures qui défient l'oubli du temps donnent rendez-vous en 2021 au cours de l'exposition Paquebot d'épices. En attendant, au bout de l'objectif d'Éric Aounou, les épices marinent déjà sur les têtes et elles révèlent leur saveur, parfois par un simple sourire. Et cette autre actualité, une équipe composée de la police républicaine et des sapeurs-pompiers est descendue dans les rues de Cotonou pour récupérer les malades mentaux. Au total, 20 personnes ont pu être conduites à l'hôpital. L'opération est initiée par le ministère des Affaires sociales. Rachidatou Biomama nous en dit plus. De gré ou de force, ils seront pris en charge pour la restauration de leur dignité. L'errance sera bientôt un mauvais souvenir pour ces malades mentaux, aujourd'hui récupérés dans les rues de Cotonou, au carrefour et places publiques. Direction le Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, où ils reçoivent de facto les premiers soins. Avec nos partenaires qui sont associés dans cette activité, à savoir la mairie de Cotonou, à savoir la police municipale de Cotonou, à savoir les éléments des sapeurs-pompiers, la police républicaine. Nous avons, dans une synergie d'action, fait le tour de la ville de Cotonou et l'opération nous a permis d'intercepter 20 malades mentaux. Et vous voyez avec moi que déjà à l'hôpital de Djako, les premiers soins ont démarré. D'ici quelques semaines, quelques mois, si vous revenez dans ce même hôpital, vous allez les méconnaître. Nous allons faire le maximum pour les soigner. Nous allons les traiter. Le traitement, c'est les médicaments, c'est la psychothérapie, c'est les soins corporels, les soins vestimentaires, c'est l'alimentation, c'est la réinsertion professionnelle, c'est la réinsertion sociale. Tout cela nous a été donné comme garantie de la part des autorités ministérielles. Le Fonds d'appui à la solidarité nationale assure la couverture financière de l'opération. Celle-ci fait suite au succès de la phase expérimentale lancée fin 2019 qui a permis de récupérer 51 malades mentaux, dont 45 déjà guéris. L'expérience ayant été vraiment très concluante, le ministère a pris la décision de poursuivre cette activité. Chaque fois que nous arrêtons quelque part, les populations ne font qu'applaudir et remercier le gouvernement, remercier le chef de l'État pour cette initiative inédite qui consiste à s'occuper des âmes perdues, des âmes abandonnées par leurs parents, par la société en général, afin de leur restaurer la dignité. Cette opération coïncide avec la semaine de la santé mentale. Chaque Béninois est ainsi invité à avoir un œil bienveillant à l'égard des malades mentaux, car personne ne serait à l'abri de cette maladie qui n'est pas incurable. Et puis le ministère des Affaires sociales et de la microfinance élabore son premier bulletin statistique des actions sociales au Bénin. C'est un document qui met à disposition des données statistiques des différentes actions sociales de ce ministère pour le compte du premier semestre 2020. Cyprien Lokossou et Kadnel Kapo. La désagrégation par sexe. Le document présente les statistiques des affaires sociales des 12 départements du Bénin. Des chiffres qui renseignent sur des actions vers les différentes cibles de la société béninoise. Le directeur général de l'OFE revient sur la démarche qui a conduit à l'élaboration des données. Une phase pilote d'expérimentation du SIDOFE a été conduite avec succès au niveau d'une cinquantaine de centres de promotion sociale et a permis d'apporter des améliorations substantielles au nouveau dispositif de collecte, de traitement, de remontée d'exploitation des données. Fort de cela,
Le système a été étendu au cours de cette année 2020, Madame le ministre, à l'ensemble des 85 CPS de notre pays et aux 12 directions départementales sur l'étendue du territoire national. Le document est attendu depuis bien longtemps et ces 3 dernières années, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est véritablement investie pour son élaboration. Ce bulletin statistique relatif au premier semestre 2020 renseigne sur l'état de nos cibles au cours des 6 premiers mois de l'année 2020 à travers des statistiques globales et détaillées, désagrégées par sexe et par âge. Il renseigne également sur les scores relevés par département et par commune sur des thématiques importantes de l'action sociale, ainsi que sur la réponse apportée aux cibles par les services d'assistance sociale. Le premier bulletin statistique sur les cibles de l'action sociale a été validé au cours de cet atelier, un document qui permettra de définir les politiques, projets et programmes de développement. La ville de Cotonou est depuis hier matin le point de ralliement de plusieurs experts français spécialistes des questions liées à la protection civile en poste dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces experts techniques internationaux de la France se concertent sur un projet multi-pays entrant dans le cadre de l'appui à la protection civile en Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur de France près le Bénin et le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Renaud Akapo nous fait le point. L'expertise française a pris ses quartiers à Cotonou sous le sceau de la protection civile. C'est pour élaborer des schémas clairs en vue de répondre à des situations d'urgence que ces experts techniques internationaux de la France ont rallié la métropole économique. Dans une dynamique de formulation de projets, les priorités identifiées dans l'espace ouest-africain en termes de prévention et de risque de catastrophe seront passées en revue. C'est un séminaire où vous allez faire le point sur un projet important, qui est un projet multi-pays. C'est pour ça qu'on a une majorité de participants français qui viennent de plusieurs pays et qui ensuite redéploieront les bénéfices de ce séminaire dans les pays où ils sont affectés. Mais c'est important qu'on puisse le faire en famille avec nos partenaires béninois. Et vous dire toute l'importance de ce séminaire, toute l'importance de votre rôle. Je crois que l'actualité récente de cet été a montré ce que pouvaient être les conséquences d'une catastrophe de grande ampleur. Aucun pays n'est à l'abri des risques de catastrophe et le fait de s'y préparer relève d'un impératif. Le Bénin est en première ligne sur ces questions. Pour faire face à ces menaces susceptibles d'entraver l'atteinte des objectifs du développement durable, le Bénin et 8 autres pays ont bénéficié du programme de coopération de protection civile en Afrique de l'Ouest, PCAO, qui a été porté par la Direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et dont le suivi administratif est confié à l'expertise française. Initiée en 2016 et reconduite pour 2 ans en 2020, la phase 2 du programme conserve les mêmes objectifs que la phase 1 et prend en compte les nombreuses victimes d'une grande catastrophe naturelle ou technologique avec ses principaux axes de travail qui portent sur le sauvetage, le débrayement, l'assistance et sur les risques chimiques. Ce programme a permis de former plus de 200 sapeurs-pompiers béninois. Les pertes en vies humaines dues à la manifestation des crises et catastrophes en Afrique de l'Ouest sont d'une cruciale actualité. Ce conclave vient ainsi à point nommé pour porter les germes d'une coopération agissante dans le domaine de la protection civile. Deuxième round des pourparlers libyens au Maroc. Des représentants parlementaires des 2 camps rivaux ont annoncé avoir trouvé un consensus en vue de la réunification des institutions de leur pays. En France, un bébé girafe, une sous-espèce rare, est né le 28 septembre. Le Monde en bref, c'est une compilation de Jérôme Mongo.
Au Mali, le sort de Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, et d'une personnalité malienne également présumée enlevée par les djihadistes, restait entouré d'incertitudes mardi soir, malgré les signes persistants d'une libération imminente au bout d'une longue captivité. On n'a pas tous les tenants et aboutissants. On ne sait pas ce que c'est une grosse négociation. Et qu'est-ce qui a été mis à table, qu'est-ce que ça va engendrer, quelles vont être les conséquences. Moi, je regarde ce que ça peut apporter. Si ça peut désenflammer la situation et faire en sorte que les massacres s'arrêtent, le prix est faible. Elle est actuellement en transit entre Gao et Bamako, a-t-il ajouté. Communiqué des djihadistes. Deuxième round des pourparlers libyens au Maroc. Des représentants parlementaires des deux camps rivaux ont annoncé avoir trouvé un consensus sur des accords globaux en vue de la réunification des institutions régaliennes de leur pays. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des consensus importants qui ont été enregistrés dans des rapports. Nous avons échangé ces rapports pour les transmettre à nos parlements et aux conseils respectifs pour validation. Ce round a été couronné par des accords importants sur les mécanismes et critères de sélection des titulaires des postes de direction de l'article 15 de l'accord politique. La Libye est minée par les violences et luttes de pouvoir depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les précédentes tentatives de règlement ont échoué. Des Tunisiens manifestent devant le Parlement à Tunis dans le cadre de la campagne Rasbom, qui signifie poursuivez-les en justice, et appelle les députés à rejeter un projet de loi controversé visant à protéger les forces de l'ordre et qui menace les libertés et se venge de la révolution de 2011 selon des ONG tunisiennes et internationales. L'Académie royale des sciences de Suède a décidé ce jour d'attribuer le prix Nobel de chimie conjointement à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna pour le développement d'une méthode d'édition du génome. Ce prix Nobel de chimie est décerné à la française Emmanuelle Charpentier et à l'américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes pour le développement d'une méthode d'édition des gènes avec un outil pour réécrire le code de la vie, a souligné le jury à Stockholm en annonçant la récompense. L'Espagne compte créer plus de 800 000 nouveaux emplois en 3 ans grâce au fonds du plan européen de relance, a annoncé mercredi le chef du gouvernement Pedro Sánchez. Madrid étalera sur 6 ans, de 2021 à 2026, l'utilisation des 140 milliards d'euros alloués par Bruxelles à l'Espagne pour redresser son économie laminée par la pandémie de Covid-19, a-t-il précisé lors de la présentation du plan de relance européen. Aux États-Unis, Devion et Maria, deux anciens prisonniers de Floride, ont payé leurs dettes à la société en effectuant leur peine. Mais ils n'ont pas fini de payer leurs dettes au système carcéral et sont donc privés de leur droit le plus élémentaire de citoyen, le droit de vote. Devion Hampton a ainsi été condamné en 2008 à 36 mois de prison pour trafic de cocaïne. Mais quand il est sorti de derrière les barreaux, il lui restait 52 000 $ à payer sans compter les intérêts. Cela fait près de 10 ans que je paye et j'en dois encore 46 000, détaille à l'AFP cet Afro-Américain de 42 ans dans un parc de Sanford au centre de Floride. En vertu d'une loi signée en 2019, les anciens détenus sont obligés de régler toutes leurs dettes vis-à-vis de la justice, amende, frais judiciaires, indemnisation pour pouvoir voter. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a dénoncé mardi les forces de la division qui tentent, selon lui, de séparer les Américains, sans nommer son rival Donald Trump à 4 semaines de l'élection présidentielle du 3 novembre. Il n'y a pas de place pour la haine en Amérique, a lancé l'ancien vice-président américain lors d'un discours de campagne à Gettysburg, dans l'état clé de Pennsylvanie. Les forces de l'ombre, les forces de la division, les forces d'hier nous séparent, nous empêchent de nous élever et d'avancer, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, il est prévu ce mercredi le tête-à-tête entre les deux candidats à la vice-présidence des USA, Kamala Harris et Mike Pence. De son côté, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, fait observer un bouleversement total, l'arrêt immédiat du plan de relance économique dû à la Covid-19.
Et puis en France, on parle l'espèce animale avec cette femelle. Elle pèse 57 kg, mesure 1,75 m et n'a pas encore de prénom. Un bébé girafe de Rothschild, une sous-espèce rare, est né le 28 septembre au zoo d'Amnéville, une première pour le parc Moseland. Le zoo peut également s'enorgueillir de la naissance d'un bébé mandrille, un primate menacé d'extinction, présent dans l'ouest de l'Afrique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.